Puis j'étais à l'origine médecin généraliste et mes confrères qui m'adressent des patients me disent, nous, voir arriver chez nous un Covid long, c'est l'horreur. Ce sont des patients impossibles à gérer. Il faut les envoyer chez le cardiologue, chez le rhumatologue, chez le pneumologue, chez le neurologue. Et ils finissent tous plus ou moins chez le psychiatre. Enfin, il y a un parcours de soins qui est monstrueux, avec des écarts entre les rendez-vous qui sont de 1 mois à 6 semaines. Ça veut dire que ces gens-là, quand ils ont fait le tour du système, ça prend environ 8 à 10 mois, ils reviennent à la case départ, c'est-à-dire à leur médecin généraliste, on ne peut leur dire qu'une chose, c'est que nous n'avons pas de traitement. Docteur Salmon, je vais vous donner la parole très rapidement, justement pour vous. Alors, qu'est-ce qu'aujourd'hui, on parle très peu du Covid long. Par quoi est-ce que vous voudriez commencer là-dessus? Qu'est-ce que les gens... voilà. On parle très peu de cette maladie aujourd'hui en société. Qu'est-ce que vous voudriez expliquer? Voilà, bonjour à tous. Déjà, donc moi je suis infectiologue, je travaille à l'Institut Fournier après avoir fait une longue carrière à l'assistance publique. Et je suis aussi présidente du groupe de travail de l'HAS sur le Covid long et de l'association Espoir, qui est une association qui aide la recherche clinique sur le Covid long. Donc le Covid long, c'est une maladie qui n'a pas du tout disparu. C'est vrai que les formes les plus sévères de Covid long ont été observées dès 2020 avec des variants très virulents. Mais malgré tout, on se rend compte qu'il y a à peu près 30% ou 40% des patients qui ont fait un Covid long qui date d'il y a longtemps, mais il y a encore des cas en 2022, 23, 24 et encore en 2025. Et les patients qui ont un Covid long, souvent quand ils se réinfectent, font des réactivations. Donc c'est pas du tout une maladie qui a disparu. C'est pas une maladie non plus qui touche seulement les jeunes femmes, ça touche aussi les hommes, ça touche les adolescents, les enfants. Et on estime qu'il y a à peu près 2 millions de personnes qui ont eu à un moment donné le Covid long, ou qui l'ont toujours, et que parmi ces personnes, il y a plusieurs centaines de milliers, disons entre 150 et 200 000, qui ont une forme vraiment sévère et handicapante. Donc c'est vrai que c'est un vrai succès que vous ayez réussi à ce que le Conseil d'État demande l'application de cette loi, parce que là, beaucoup de ces patients sont en errance thérapeutique, ne trouvent pas de médecin pour les prendre en charge, ne sont encore pas assez crus, et que c'est très disparate sur le territoire. Avec des régions où ça se passe pas trop mal, probablement justement du côté de Mougins ou en Occitanie, et puis des régions où les patients ont vraiment beaucoup de mal à trouver des médecins, ce qui fait qu'à l'Institut Fournier, on a des sollicitations de toute la France, des dom-toms. J'ai encore vu la semaine dernière quelqu'un qui m'a appelé de Wallis et Futuna, donc de partout. Or, c'est une maladie assez fréquente finalement, puisque ça touche à peu près 2% des gens, donc c'est pas une maladie fréquente comme le diabète qui touche 30% des gens ou l'hypertension artérielle, mais malgré tout, c'est une fréquence un peu comme la maladie de Parkinson ou quelque chose comme ça. Donc, il faut une structuration de la prise en charge beaucoup plus efficace sur le territoire pour que les gens, sans trop se déplacer, puissent avoir accès à des bilans et des soins. Bon, je ne veux pas monopoliser non plus la parole, donc je m'arrête là pour l'instant. Docteur Roffray? Oui. Madame Salmon nous a dit le principal sur l'origine de cette maladie, qui d'ailleurs ne semble pas être la seule dans cette catégorie. Les syndromes post-infectieux, on en a d'autres. Hein. Tout cela n'était pas très bien identifié jusque-là. Là, ce qui l'a fait les identifier, c'est le nombre, surtout, effectivement. Environ 200 000 personnes gravement touchées, ça passe pas inaperçu. D'autant qu'il s'agit essentiellement de gens dans la pleine forme de l'âge, comme on dit, entre 40 et 50 ans, disons. En tout cas pour ce que nous on voit en hospitalisation, et ça crée d'énormes problèmes parce que les handicaps qui s'en suivent sont des handicaps intellectuels, en fait, avec des troubles cognitifs importants, des pertes de mémoire, des incapacités de concentration, et puis éventuellement des tas de malaises provoqués par un défaut d'énergie qui les empêche en fait d'avoir des activités normales tout au long d'une journée. Pour ce qui est de la loi qui maintenant va avoir ses décrets d'application, je pense qu'il est important que les associations et Madame Salmon participent à l'élaboration des décrets d'application, parce que ça serait dommage que cette loi aboutisse à la création effectivement d'une plateforme de recensement, mais que cette plateforme en fait devienne une espèce d'outil administratif dont personne ne pourra réellement profiter. Il y a deux objectifs, je pense. Un objectif vers les patients,
D'abord, pouvoir les informer, pouvoir les recenser, voir par région comment on peut les conseiller en termes de suivi. Il y a un deuxième objectif qui va être un dispositif de recherche, savoir qui pourra accéder aux données. Il s'agit de données médicales, donc l'accès à ces données est extrêmement normalisé. C'est la CNIL qui regarde ça très près. Je pense qu'il faut donc faire très attention à ce que tous ces résultats ne soient pas, cette plateforme ne soit pas vampirisée très rapidement par des organismes officiels qui jusque-là n'ont quand même pas été d'une immense efficacité pour ce qui est de la prise en charge des Covid long. Ce qui a été mis en charge actuellement, ce sont des parcours de soins qui étaient financés, qui reposaient essentiellement sur les médecins généralistes. J'étais à l'origine médecin généraliste et mes confrères qui m'adressent des patients me disent, nous, voir arriver chez nous un Covid long, c'est l'horreur. Ce sont des patients impossibles à gérer. Il faut les envoyer chez le cardiologue, chez le rhumatologue, chez le pneumologue, chez le neurologue. Et ils finissent tous plus ou moins chez le psychiatre. Enfin, il y a un parcours de soins qui est monstrueux, avec des écarts entre les rendez-vous qui sont de 1 mois à 6 semaines. Ça veut dire que ces gens-là, quand ils ont fait le tour du système, ça prend environ 8 à 10 mois, ils reviennent à la case départ, c'est-à-dire à leur médecin généraliste, on ne peut leur dire qu'une chose, c'est que nous n'avons pas de traitement 100% efficace, loin de là. Nous avons que des traitements pour améliorer vos symptômes. Je pense que le parcours de soins tel qu'il est conçu actuellement, en renvoyant systématiquement sur le médecin généraliste, est une erreur. On veut toujours caresser les médecins généralistes dans le sens du poil en disant que ce sont les chevilles ouvrières ou de la médecine, mais malheureusement, dans ces cas-là, ils sont franchement empêtrés avec ce genre de patients. Donc, je pense que la solution, effectivement, c'est d'avoir des unités qui regroupent. On en parlera peut-être tout à l'heure si vous voulez. Le choix qu'on a fait de regrouper les services sur un même endroit et dans un même temps, ça permet quand même d'éviter aux gens de se promener de droite à gauche, de service en service. Parfois, d'ailleurs, pour être mal reçus, parce qu'on leur dit « mais vous n'avez rien, c'est dans votre tête ». Et ça, beaucoup l'ont eu et le perçoivent très très mal et c'est normal. Donc, c'est à nous maintenant, médecins, de nous organiser. Les services qui ont fermé, pour la plupart actuellement, c'est parce qu'ils n'étaient plus financés. Nous n'avons pas eu ce problème puisque nous n'avons pas eu de financement. Donc, nous avons financé tout ce que nous faisons sur nos propres budgets. Et je pense qu'effectivement, une petite aide de l'État ne nous ferait pas trop de mal. Voilà. Je reprendrai la parole si vous le souhaitez un peu plus loin. Alors, juste une première question, justement, pour vous deux, Dominique Salmon et Dr Roffray. Aujourd'hui, on ne comprend pas, il commence à y avoir une littérature médiatique qui s'intéresse au Covid long. Les gens parlent du Covid long dans les médias aujourd'hui comme si c'était quelque chose de commun. On voit de la presse, Le Monde, Le Figaro, des journaux qui n'écrivent pas facilement sur les sentiers peu étudiés de la médecine. Là, ils écrivent sur le Covid long. Et par contre, là, l'État ou justement beaucoup d'autorités médicales ne vont pas reconnaître le Covid long. Comment est-ce qu'on peut comprendre cette dissonance aujourd'hui, docteur Salmon ? Parce que pour que l'État reconnaisse une maladie, il faut que la définition soit simple, qu'il y ait des biomarqueurs qui permettent de faire le diagnostic, des examens recommandés, des traitements. Et le Covid long, le problème, c'est que jusqu'à maintenant, si vous voulez, c'est une maladie purement clinique et tous les spécialistes ne sont pas d'accord sur sa cause. Il y a eu en France un grand débat entre le Covid long. Est-ce que c'est une maladie somatique qui est due à des causes biologiques ou psychosomatique qui est due au retentissement de la pandémie, etc. Et donc, l'État, devant ces difficultés de diagnostic, de discussion entre médecins, etc., je pense s'est dit, on n'est pas trop pressé de mettre en place un parcours. Donc, maintenant, ça a changé. Vraiment, si vous voulez, il y a de plus en plus d'arguments pour dire que le Covid long est une maladie biologique. D'ailleurs, les chercheurs montrent de plus en plus que vraisemblablement, ce sont des personnes qui se sont mal débarrassées du virus. Donc, il y a encore des petits fragments d'ARN et de protéines spike qui entraînent tout un tas de dégâts, en particulier sur les mitochondries. Donc, on a un dysfonctionnement énergétique important, mais ce n'est pas la seule chose. Ça entraîne aussi des inflammations, des problèmes vasculaires, des microthromboses. Disons qu'il n'y a plus de doute maintenant qu'il y a une pathologie biologique. On n'a pas encore vraiment de biomarqueurs, donc ce sera un peu difficile de faire un recensement complet, mais on peut faire un diagnostic. On a aussi maintenant des traitements symptomatiques, mais qui marchent, que beaucoup de gens n'ont pas. Par exemple, faire de la kiné respiratoire à quelqu'un qui est essoufflé, ça marche. Donner des antihistaminiques à quelqu'un qui fait
une activation mastosphère, c'est-à-dire des allergies, ça marche. Donner de l'oxygène intermittent à d'autres qui font des malaises à l'effort, ça marche. Et les patients n'ont pas tous le minimum requis pour déjà aller mieux, à 50%. Donc, voilà, il y a quand même des progrès dans le diagnostic, des progrès dans la prise en charge qui font que maintenant, on peut vraiment mieux structurer les choses. Mais c'est vrai que les médecins généralistes sont déjà débordés, donc on peut leur demander de voir les malades qu'ils connaissent, mais pas de faire des consultations d'1 heure. Les services hospitaliers sont déjà aussi occupés avec leurs patients, donc si on veut structurer les choses, il faut qu'il y ait quand même une incitation des ARS pour mettre une partie de leur financement sur la création de réseaux de compétences ou de centres de compétences pour prendre en charge ces patients. Un généraliste tout seul, il peut voir les formes simples. Il peut aussi très bien, si le patient a été vu dans un centre de compétences avec un plan de soins bien structuré, il peut suivre ce plan de soins et l'adapter. Mais voilà, il faut quand même que ce plan de soins soit fait, comme le dit le docteur Offray, avec des examens complémentaires, cardio, neuro, ORL. Donc, ça nécessite le passage par des centres de compétences. Et ces centres de compétences, il en existe très, très peu en France. Hein. Il y en a, à ma connaissance, ça se compte sur les doigts d'une main, des vrais centres pluridisciplinaires. Hein. Il y en a à Nancy, il y en a à Marseille, il y en a peut-être à Nice. Mais c'est vraiment très, très disparate selon les régions. Docteur Offray. Oui. Je ne peux qu'être d'accord avec ce que dit le professeur Salmon. Il faut impérativement, si vous voulez, le choix que nous avons fait, c'est de regrouper effectivement, pour éviter la promenade des patients de spécialiste en spécialiste, de grouper sur un même endroit, sur un séjour court, en fait, qui dure 4 jours, de regrouper les compétences nécessaires. C'est-à-dire, en fait, on a la chance ici d'être un hôpital où nous disposons de beaucoup de compétences, de beaucoup de possibilités d'imagerie. Enfin voilà, on arrive à avancer, à faire des bilans de Covid long propres. Effectivement, le Covid long pose un énorme problème, c'est sa définition. Alors c'est une définition en creux, si on peut dire. C'est en fait, c'est quand on constate un certain nombre de symptômes, en premier chef, une fatigue intense qui est une espèce d'épuisement permanent, recherche et d'autres symptômes qui sont connus maintenant, il y en a quand même plus de 200. Rechercher les causes possibles. Une fois que toutes ces causes possibles sont éliminées, si on n'en a pas trouvé d'autres, eh ben, il s'agit d'un Covid long, à condition qu'il y ait eu l'infection, enfin tout ce qui va derrière. Et c'est extrêmement compliqué, ce diagnostic négatif, là, il est difficile à établir. Nous essayons ici d'objectiver les symptômes, ne serait-ce que par les recherches de Disney, les recherches de début de malaise post-effort, les recherches de troubles de dysautonomie. On essaie de provoquer tous ces petits problèmes pour se dire, avoir finalement, au bout de 4 jours, une image suffisamment globale du patient pour dire, bon, effectivement, il y a les symptômes. On a essayé tel traitement qui marche ou qui ne marche pas. Donc, effectivement, ça va dans le même sens. Si vous voulez, c'est un faisceau d'indices, le Covid long. C'est pas le truc où on a effectivement le marqueur qui vous dit, ah, vous avez tel résultat qui fait tant, vous êtes à 10 fois la normale, donc vous avez un Covid long. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Et c'est donc très, très difficile à gérer. Pour ce qui nous concerne, on a mis en place quand même quelque chose qui est important. Ça n'a pas été fait pour ça au départ, c'est comme il y avait beaucoup d'examens possibles, de faire une téléconsultation auparavant, avant chaque patient. Et la téléconsultation, ça apprend beaucoup de choses sur les patients, notamment sur ce qu'ils nous disent. Mais il y a également ce qu'on peut appeler le langage corporel. C'est-à-dire qu'une téléconsultation qui va durer 20 minutes, une demi-heure, on s'aperçoit que certains, manifestement, ont des signes physiques et sont épuisés au bout de 10 minutes de conversation. Ils commencent à bégayer, ils leur manquent des mots, ils oublient des choses, ils portent la main à la tête parce que manifestement, ça déclenche les céphalées, un effort intellectuel. Si vous voulez, ça permet déjà d'avoir une première image du patient et de créer les examens, de faire appel aux examens dont on aura besoin par la suite quand ils viendront chez nous. Voilà. C'est ce mode d'organisation m'a l'air d'être à peu près performant. L'ennui, c'est qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup de centres organisés comme ça. Ça n'a rien de génial, c'est juste un problème d'organisation. Après, il faut prévoir les examens, il faut programmer à l'avance les IRM, il faut programmer un PET scan cérébral. Les Marseillais, le professeur Eric Gage a développé tout un tas d'études sur les atteintes cérébrales et
les troubles du métabolisme qu'on rencontre dans le Covid long. Il y a beaucoup d'examens comme ça qu'il faut pouvoir pratiquement systématiser pour effectivement se créer une image globale du patient et ensuite le revoir 1 an après ou 18 mois après pour voir un peu l'évolution de tout ça en fonction, si vous voulez, des traitements qu'on a pu mettre en place. Bien entendu, entre-temps, il faut le renvoyer à son médecin traitant qui va faire le suivi et qui pourra nous contacter en cas de problème, bien entendu, mais surtout réussir à avoir une image longitudinale des patients et surtout les garder, j'allais dire, au bout du téléphone. On le fait, nous, par l'intermédiaire de WhatsApp, en leur disant, écoutez, s'il y a la moindre publication vous intéressant, ou concernant votre cas particulier, on vous prévient de suite. On vous a parlé d'un traitement, posez-nous la question, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est bio? Est-ce que c'est du mercantilisme? Est-ce que ça existe? C'est très important de surtout ne pas laisser ces patients-là dans la nature sans s'occuper d'eux. S'ils sentent pas notre présence, ils sont perdus. Ils vont aller de spécialistes ou pseudo-spécialistes, machin, avec des herboristes, des machins, des trucs dans tous les sens. Bon, c'est peut-être pas la bonne solution. Voilà, il faut réussir à les maintenir dans un chemin et puis surtout à leur apporter, chaque fois qu'il y a une amélioration dans les traitements ou dans le mode de diagnostic, leur apporter ces éléments-là. J'ai 2 questions pour vous, pour faire un petit peu, pas l'avocat du diable, mais justement pour qu'on essaie de comprendre les zones d'ombre sur lesquelles il peut y avoir. Mais juste avant, Christine de l'association Covid Long Solidarité, qui avait porté justement la loi qui vient de faire une avancée au niveau du Conseil d'État. Christine, de tout ce qui a été dit, qu'est-ce que vous en retenez? Alors, j'en retiens par rapport à Dr Offray, que je connais parce que je suis allée déjà 2 fois faire des bilans dont le dernier en mois de décembre, à Mougins. Déjà, le premier, ça a été... en fait, c'est comme si, quand on sort de chez Dr Offray, quand on nous dit, voilà, oui, il y a ça, ça et ça, et en fait, et beaucoup de malades qui ont pu aller le voir le disent, voilà, c'est reconnu, c'est écrit, j'ai un Covid long, voilà, parce que... Alors, dans tout ce qu'a dit Alain Refray par rapport, et même le professeur Salmon, par rapport aux médecins, je suis infirmière de profession, et c'est vrai que j'ai un médecin traitant qui a été beaucoup dans le déni et dans le mépris. Hein. Donc, je dois dire que tous les médecins, je bégaye des fois, donc je suis désolée, que j'ai pu rencontrer aux spécialistes, le parcours de soins, je l'ai fait toute seule. Je l'ai fait toute seule et grâce aux associations et aux autres malades. Vraiment, il y a un réseau formidable. Donc, le docteur Refray, c'est vrai qu'a pu mettre en évidence, voilà, on fait la polysomnographie, le test de chez l'ongle, le test d'effort, le PET scan cérébral, et tous ces examens nous permettent en fait, j'avais déjà des diagnostics, mais de confirmer et d'avoir un suivi, ne serait-ce que là, au mois de décembre, j'ai pu refaire les tests cognitifs, par exemple, et je me rends compte, j'ai l'impression que ça va mieux, mais en fait, non. Non, il y a des choses qui ne vont pas. Alors comme beaucoup, je rencontre à discuter avec des malades, c'est beaucoup au niveau de ce qui est la mémoire de travail, les fonctions exécutives, l'attention divisée. Voilà, c'est des choses qui, je n'arrive pas à... J'ai beaucoup de mal à remonter... à faire des progrès là-dessus, en fait, c'est assez compliqué. Voilà, donc moi personnellement, ça m'a aidé puis on se sent aussi écouté et pris en compte, quoi. Donc ça, c'est important pour les malades parce que j'ai pu aider des personnes qui étaient hors parcours de soins et vraiment dans une détresse, dans une grande détresse. Alain Refray en a reçu quelques-uns. Je suis en Haute-Savoie. Et c'est vrai que avec les réseaux de malades et tout, c'est vrai que depuis maintenant 2 ans, je consulte le docteur Force à Paris, que le professeur Salmon connaît aussi. Et c'est vrai professeur Salmon parlait de certains traitements, comme là, par exemple, dans le SAMA, les antihistaminiques, le chromoglycate, c'est des choses qui m'ont énormément aidée. Je veux dire, voilà, presque du jour au lendemain, j'ai des symptômes qui se sont atténués, voire qui ont disparu. Et ça, on s'est dit, voilà, il y a quand même des choses qui fonctionnent. Alors que mon médecin traitant, je le blâme pas parce que il a fait avec les moyens qu'il avait.
J'ai même eu un autre médecin qui a eu l'honnêteté de me dire, écoutez, je n'ai pas la compétence pour m'occuper de vous. Voilà, donc ils sont aussi démunis et ils n'ont pas le temps. Moi, il m'a dit, si je dois me former ou faire des formations à côté ou m'informer par rapport à la lecture des scientifiques, il dit, moi, j'aurais plus assez de temps pour m'occuper des patients, quoi. Enfin bon, où je finis ma journée à 11 heures le soir. Donc, c'est vrai qu'il y a un problème à ce niveau-là. Il y a des médecins qui aimeraient avoir des formations, mais il y en a d'autres qu'on avait même fait passer. Professeur Salmon, vous aviez proposé, je crois, des formations pour les médecins, il me semble. Oui, il y a une formation en ligne qui est diplômante et prise en charge par la NDPC, l'Agence nationale de formation continue. Alors, ah pardon, excusez-moi, mais bon, je sais que nous, on l'a diffusé à nos médecins traitants aussi. Pas mal de malades l'ont fait aussi. Après, il y a mon médecin a complètement zappé. Je veux dire, je lui envoie par mail, mais à aucun moment il relève le sujet du tout. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un point très important dans cette loi. C'est presque plus que le recensement, c'est la création de centres de compétences. Donc, ça ne sera pas des centres où les patients vont être hospitalisés de façon prolongée. Monsieur Roffray, vous avez la chance de pouvoir les prendre pendant 4 jours, mais à la limite, c'est pas obligatoire. Mais il faut que ce soit quand même des centres avec un lieu où on puisse faire les examens complémentaires tels que vous les organisez. C'est pas forcément les mêmes examens pour tous les patients. Mais effectivement, la consultation préliminaire permet de voir ce qui va être utile à l'un ou à l'autre. Ça coûtera d'ailleurs moins cher à la sécurité sociale. Mais où on puisse après donner un traitement, participer aux recherches, que ce soit des centres qui sont en lien les uns avec les autres pour justement avancer sur la recherche. Et c'est pas quelque chose de très original. En fait, ce genre de centre de référence, ça existe pour d'autres maladies, même des maladies infectieuses. Par exemple, on a des centres qui existent pour la maladie de Lyme, enfin les maladies vectorielles. On a des centres qui existent pour les infections ostéo-articulaires. Donc, ça existe, les centres de référence pour les maladies sévères. Donc, on voudrait que sur le même modèle, soit créé au minimum un par région des centres de compétences. Donc, voilà. Effectivement, le référencement, c'est bien, mais je vois que ça va être quand même difficile, vu que le diagnostic est clinique. Ça va être un peu difficile. Donc, si vous avez le choix, quand on mettra en application cette loi-là, il faudrait mettre plutôt le paquet, je pense, sur des centres de compétences. Et du coup, ces centres de compétences pourraient eux-mêmes faire aussi la formation dans leur région. Effectivement, les médecins généralistes n'ont pas toujours forcément le temps où ils ont 1 ou 2 formations payées par an, donc ils ne vont pas forcément choisir le Covid long en premier. Mais ça permettra de faire des formations décentralisées. Tout à fait. Alors, je reprends justement, j'ai une question pour vous trois, alors donc surtout pour professeur et docteur. Qu'est-ce qui différencie le Covid long, qu'on comprenne bien, donc ce qui pourrait être reproché? Certains disent que ça se rejoint avec certains symptômes du burn-out. Alors, est-ce que ça pourrait être, qu'est-ce qui différencie le Covid long finalement du malaise existentiel que l'on peut avoir aujourd'hui, où on va avoir complètement une chute de l'énergie, quelque chose, parce que les symptômes, comme vous l'a rappelé tout à l'heure le docteur Roffray, il y a souvent une grande fatigue, il y a une incapacité à mobiliser son énergie, son psyché. Qu'est-ce qui va faire, et est-ce que, donc ça c'est ma première question sur qu'est-ce qui différencie les symptômes, on va dire du siècle, avec, enfin surtout des dernières années. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y avant pouvait y avoir des sortes de grippe longue? On pouvait avoir la grippe qui est une maladie extrêmement lourde. Est-ce qu'il y avait on n'a jamais parlé de grippe longue dans le passé? Docteur. Oui. Apparemment, ces maladies post-infectieuses, ces syndromes post-infectieux existent depuis longtemps. Sauf que, comme on le disait tout à l'heure, oui, là, c'est remonté à la surface, effectivement, dans les médias, parce que ça touche beaucoup de monde. Ça touche des gens jeunes en pleine activité, donc on en parle. En plus de ça, c'est extrêmement destructeur. C'est destructeur pour leur activité professionnelle, c'est clair. C'est destructeur également pour leur vie familiale. Parce que vous vivez en couple, vous avez des enfants à vous occuper, et il y a une personne qui est incapable de faire plus que se lever le matin vaguement, prendre sa douche et se recoucher. C'est très très compliqué à gérer.
Autre inconvénient majeur, j'en parle maintenant, c'est que ces patients-là, ils font une activité, compte tenu du peu de disponibilité d'énergie qu'ils ont, ils ont tendance à être monotâches. Ça apparaît très nettement quand ils conduisent, notamment. Ils peuvent conduire sur un trajet qu'ils connaissent, qui n'est pas trop long, et sans parasites autour, c'est-à-dire sans les enfants qui braillent derrière sur les sièges arrière, sans qu'il y ait des embouteillages ou des choses comme ça. Sinon, ils sont obligés de s'arrêter, ils s'en sortent pas. Si vous voulez, qu'on s'aperçoit que ce sont les cerveaux qui peuvent fonctionner pour une durée limitée et dans des conditions particulières, entre guillemets, de confort pour eux. Donc ces gens-là, bien entendu, ça existe pour d'autres pathologies. On s'est aperçu, je crois que c'était la grippe espagnole. On décrit après la grippe espagnole qui remonte à je ne sais quelle année, une encéphalite léthargique. En fait, les gens, dans les mois qui suivaient la grippe, se retrouvaient au fond de leur nid, incapables de bouger. Ça ressemble beaucoup. Et d'autres pathologies dont on parle également sont du même type. Alors, bien souvent, d'ailleurs, les symptômes se ressemblent, se recoupent. Par contre, par rapport au burn-out, le burn-out, ça me paraît être autre chose. On voit des patients Covid long en burn-out. Mais en fait, ils sont en burn-out parce qu'ils en ont tellement marre d'avoir ces problèmes, de voir que leur famille explose, qu'ils n'ont plus de travail, que financièrement ils ne s'en sortent plus. Oui, il y a de quoi de faire un vrai burn-out. Mais ce ne sont pas des gens épuisés par autre chose. Ils sont épuisés par la maladie, mais c'est pas le facteur qui déclenche la maladie. Oui, mais du coup, c'est ma question. Pardon, je me permets de repréciser, parce qu'effectivement, quand on voit de loin fatigue extrême, essoufflement, brouillard cérébral, douleurs musculaires, troubles du sommeil, palpitations, anxiété, qu'est-ce qu'il va faire effectivement? Comment est-ce qu'on sait que ça n'est pas un burn-out et que le problème vient à la base du Covid? Comment est-ce qu'on sait cette différence? Ce ne sont pas les mêmes malades, leur histoire clinique n'est pas la même. Il y a toujours, on s'aperçoit que chez les patients Covid long, il y a souvent eu des problèmes dans leur vie antérieure, de stress important, mais comme on peut tous en avoir eu. Et donc, l'évolution, l'histoire clinique de ces gens-là, c'est pas du tout la même. Vous arrivez en burn-out parce que vous avez accumulé des ennuis, faits professionnels, familiaux, une saturation de travail, une incapacité de lever le pied, choses comme ça. Mais ce qu'on peut appeler le burn-out ou même, entre guillemets, la dépression chez les Covid longs, ce ne sont pas des dépressions maladies qu'on voit en hospitalisation. Ce sont des dépressions ou des burn-out parce que les gens n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus de cette maladie qui leur pourrit la vie, qui détruit leur métier, leur famille, qui détruit tout. Le nombre de séparations en plus dans les couples où là, un Covid long, c'est effrayant. Je crois que pratiquement c'est 2 surpoids dans les patients que je vois. Vous vous retrouvez à 40 ans avec 2 enfants à la maison, un mari qui s'en va ou une femme qui s'en va, bien entendu, le salaire qui tombe ne tombe plus, enfin, ça devient catastrophique. Et vous êtes en plus incapable de conduire. Et déjà, pour accompagner les enfants à l'école ou pour aller faire les courses, c'est toute une aventure. Enfin, ce sont des vies qui sont détruites. Et actuellement, on ne sait pas réparer ces vies. Oui, alors pour aller dans votre sens, je suis d'accord avec vous. Le diagnostic est pas facile, quelquefois, entre burn-out et Covid long. Mais à force de voir des patients, on voit quand même des différences certaines. Par exemple, la fatigue du Covid long, c'est une fatigue à l'effort. Que le patient en burn-out, il est tout le temps fatigué, il n'y a pas cet effort. Les troubles cognitifs, c'est des troubles cognitifs très particuliers. C'est des difficultés de mémoire récentes et des saturations intellectuelles, comme le dit Alain, des gens qui sont monotâches, qui ne peuvent pas faire plusieurs choses en même temps. Les troubles digestifs, c'est pas n'importe quoi aussi, c'est des troubles digestifs qui surviennent en postprandial. Donc les patients Covid long, du fait de ce déficit énergétique, c'est souvent des choses qui surviennent à l'effort. Donc quelquefois on a besoin d'un psychiatre pour nous aider et donc à faire la différence, mais c'est quand même on arrive à faire la différence. Maintenant, je vous dis pas aussi qu'il y a certains burn-out qui sont peut-être en fait des Covid longs. Il y en a sûrement des patients qui ont été classés en burn-out et qui finalement ont un Covid long. Et puis, pour votre autre question, la différence avec les grippes longues, enfin, j'imagine que vous mettez dans grippe longue tout ce qui est syndrome post-infectieux comme post-Epstein-Barr, etc. Eh ben, c'est des choses qui existaient avant. On appelait ça les syndromes de fatigue chronique ou les formes sévères encéphalite myalgique, mais c'était assez rare. Ça touchait 0,3 à 0,9% des gens qui faisaient une infection à EBV. Et pareil pour la grippe. Alors que là, le Covid long, c'est beaucoup plus fréquent. C'était avec les premiers variants de l'ordre de 20%, et encore maintenant, avec les variants actuels, de l'ordre de 4 à 5%. Donc c'est quelque chose qui est plus fréquent.
Mais en termes de présentation, c'est pas extrêmement différent. Je dirais que dans le Covid long, par rapport au syndrome de fatigue chronique, il y a des signes ORL, beaucoup plus fréquents que dans les syndromes de fatigue chronique classiques, ORL visuel. Mais sinon, c'est vrai que ça ressemble fort aux autres syndromes de fatigue chronique. Et tout ce qu'on fera pour le Covid long sera utile pour ces patients qui ont des syndromes de fatigue chronique suite à d'autres infections. Peut-être d'ailleurs qu'il serait intéressant si des centres de compétences sont créés, qui soient ouverts au Covid long et autres syndromes post-infectieux. La réponse est passionnante. Effectivement, on comprend bien le sujet là, à ce niveau-là. Je le précise parce que vous avez dit que vous étiez d'accord au début. Je pose juste la question. Je n'ai pas du tout d'avis sur la question. Christine, est-ce que tu souhaites aussi répondre à cette question en tant que victime? Oui, en fait, dans ce que j'ai entendu aussi bien d'Alain que de Dominique Salmon, c'est par rapport à la fatigue. Moi, très tôt, j'ai dit à mon médecin, alors bon, j'ai fait 2 Covid en 2020, le deuxième avec une double embolie pulmonaire, pneumopathie à 30% sur les poumons, Covid. Et donc, bon, ça m'a vraiment mis à terre. Mais je l'ai dit, au bout de 6 mois, je me suis très tôt rapprochée de, professeur Salmon la connaît, de la consultation en Covid à Genève, puisque je travaillais sur Genève. Donc, j'ai eu la doctoresse Némé qui s'occupait de moi. Et très tôt, on a mis l'accent sur je disais à mon médecin traitant aussi, c'est une fatigue que je connais pas. Je connais pas cette fatigue. C'est une fatigue qui terrasse, qui écrase. Et pour moi, je connaissais pas du tout ce genre de fatigue. Et c'est vrai que bon, l'effort exacerbe cette fatigue. Et bien que par moment, il y a des journées où, alors c'est peut-être dû à la veille ou autre, je sais très bien qu'après la visio, je vais me reposer. Mais voilà, ça peut être aussi bien quelque chose de mental comme avoir cette visio. Je m'excuse, ça se sent que je suis fatiguée parce que je cherche mes mots. Mais il y a aussi à la maison des choses. Alors c'est vrai, on se retrouve. Moi j'ai la chance exceptionnelle d'avoir un mari et des enfants qui sont très 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 soutenants. Mais quand je vois la détresse de certaines personnes, comme le dit Alain, des séparations, on en voit des mamans solo et ces personnes-là sont dans une détresse énorme, dans une errance médicale parce que il y a aussi il faut pouvoir aller au rendez-vous, il faut s'occuper des enfants, faut essayer de pallier, de se mettre même en mode survie en fait. Donc c'est très compliqué. Et aussi une autre chose, c'est par rapport, et ça, professeur Salmon, elle l'avait soulevé je vous avais vu à la télé, et que voilà, quand on parle de disparité sur le territoire, d'errance, et en fait, c'est quand même malheureux. Moi je sais que maintenant je peux aller sur Paris ou à Mougins. C'est plus de 500 kilomètres d'un côté et de l'autre plus de 400 kilomètres, quoi. Enfin, donc tout le monde n'a pas la chance d'avoir un accompagnant pour l'aider à y aller. Tout le monde ne peut pas non plus s'y rendre. Et c'est vrai que le fait que Alain Refray, encore cette semaine, une personne que je connais, il y a une téléconsultation de fait pour pouvoir aussi, elle va pouvoir faire sa téléconsultation avec Dr Refray et s'en suivra peut-être un bilan post-Covid. Mais voilà, c'est des personnes qui viennent de toute la France et ça, la professeure Salmon l'avait soulevé. Et c'est tout juste quelquefois pas possible matériellement, physiquement, parce que le matériel c'est des finances aussi. Hein. Les personnes se retrouvent avec, on perd son emploi. Hein. Bon, j'en ai fait les frais aussi. Il faut se battre pour avoir des droits, essayer d'avoir des aides. Donc c'est un vrai combat, c'est un vrai parcours du combattant. Oui, vous avez raison. Et puis on se rend compte qu'on est devant une maladie chronique. Si on était devant une maladie aiguë qui avait suivi les premières phases de Covid, ça irait. Mais non seulement il y a de nouveaux cas, mais aussi les anciens cas se chronicisent. Donc, ça nécessite un suivi, une prise en charge sociale, trouver des solutions aussi sur le plan professionnel, parce qu'une personne
même si elle est mieux, elle va pas forcément pouvoir reprendre son travail du fait de cette saturation intellectuelle. Il va falloir un travail moins sollicitant. Donc, il y a toute une réflexion sociétale, médicale, mais aussi sociétale pour améliorer la vie quotidienne de ces patients, leur santé, leur vie quotidienne. C'est passionnant. Merci à vous trois d'avoir pris le temps aujourd'hui. Est-ce que est-ce que vous voulez encore ajouter un autre argument à tout ce qu'on a dit? Je voudrais ajouter un point particulier sur la fatigue, qui est une espèce d'épuisement. Il faut savoir que on appelle ça effectivement les malaises post-effort, tout ce qui accompagne l'effort. Pour un Covid long, l'effort, c'est pas seulement l'effort, aller courir, c'est pas monter un escalier, c'est aussi un stress. Il fait froid dehors, ça va me déclencher un malaise. J'ai été stressé, je me suis angoissé pour quelque chose, ça va déclencher un malaise. L'effort intellectuel déclenche des malaises, l'effort physique déclenche des malaises, le froid déclenche des malaises. Enfin voilà, on a l'impression que dès que l'organisme a besoin de consommer de l'énergie, dès que ça dépasse un certain seuil, le système s'effondre. Voilà. Et le temps de récupération, il est beaucoup, beaucoup plus long que chez quelqu'un de normal. C'est-à-dire, en fait, les malaises peuvent durer 1 heure, 2 heures, 3 heures, 1 jour, 2 jours, 3 jours, où ils ne vont rien pouvoir faire d'autre que de rester couchés. C'est une forme très particulière, et quand on les interroge, ils décrivent très bien ce type de problème. Oui, et d'ailleurs, à ce propos, j'en profite pour dire que les patients peuvent s'auto-gérer, et qu'en dehors des prescriptions médicales qu'on peut leur faire, le meilleur traitement, c'est justement apprendre à gérer son énergie pour la conserver et l'utiliser sans tout dépenser. Ça s'appelle le pacing. Et ça, c'est très important. Et c'est l'inverse de ce qu'on fait dans les burn-out. Pour les patients burn-out, on fait tout doucement une rééducation, une stimulation. Là, c'est l'inverse. Il faut apprendre aux gens, justement, qui de façon consciente, ressentent qu'ils ont peu d'énergie, qu'ils peuvent la dépenser, mais à bon escient, sans jamais aller à l'extrémité. Passionnant. Merci pour ce témoignage. Oui, Christine, avec grand plaisir. Oui, alors merci, professeur Salmon, d'avoir fait ça. J'ai eu la chance, Alain avait pu le voir en visio, d'avoir un physiothérapeute sur Genève qui avait très tôt, en 2021 déjà, compris ce pacing en fait. Et même la doctoresse Némé me le disait. Par rapport à la gestion de l'énergie, par exemple, il faut aussi qu'on puisse garder une petite notion de plaisir. C'est-à-dire que oui, les gens vont nous voir peut-être, notion de plaisir, c'est d'aller prendre peut-être un thé au salon de thé en face de la maison. Et oui, on va dire, ouais, elle est capable de sortir, d'aller boire un thé. Alors c'est vrai que il y a aussi le regard des autres, parce que ça c'est important, ça se voit pas, c'est souvent très invisible. Et je voulais aussi préciser que on avait été invité, donc l'association Givin et Winslow était présente, était invitée aussi le 11 juin à l'Assemblée nationale avec une des vice-présidentes Nadège Abo-Mangoli, donc sur le Covid long, qui a fait un colloque. Et dans cette loi, dans ce qu'elle reprend, les objectifs par rapport, c'est que la loi soit donc les principales revendications. Alors justement, ça m'intéresse d'avoir votre opinion, Alain et puis Dominique Salmon. La reconnaissance officielle et systématique du Covid long. Donc voilà, avec la publication immédiate des décrets, ce serait bien. Un accès simplifié et gratuit aux tests de dépistage. Donc concernant la fin du remboursement des tests PCR et les déploiements de tests rapides dans tous les territoires. Accès aux droits sociaux et la reconnaissance administrative. Alors ça, c'est vraiment quelque chose de très important pour l'attribution facilitée de l'ALD, de l'AH, des aides-MDPH et l'accompagnement social forcé pour prévenir les ruptures du parcours de vie, justement. Parce que la rupture parcours de vie, c'est avec au niveau du sein, au niveau de la cellule familiale aussi. Lancement d'un plan national de recherche et d'essais cliniques. Ça, c'est dans l'idéal, bien sûr. Et donc, avec le déblocage d'une ligne budgétaire spécifique à la recherche sur Covid long et prévention active des réinfections. Donc, et j'aurais voulu, c'est vrai que c'est une question qui nous tient à cœur parce que on se fait, alors je sais que moi je le fais, beaucoup le font, je prends l'avion et il y a plein de monde, je mets le masque FFP2. Que pensez-vous? J'aurais voulu avoir votre avis à tous les deux par rapport justement au port du masque FFP2 de préférence, parce que on se voit dire, bon, on a des regards, on nous dit mais de toute façon ça sert à rien,
Voilà, donc que pensez-vous de ça? Ce serait ma dernière question en fait. Oui, c'est important en collectivité. Et si vous prenez l'avion, si vous prenez le train, si vous allez dans une consultation hospitalière, c'est vraiment très judicieux de porter le masque FFP2, surtout en période de circulation du virus. En ce moment, il y a du Covid, par exemple. Hein. Il y a un nouveau variant, il y a pas mal de gens qui se réinfectent. Donc, c'est vraiment judicieux. D'accord. Parce que j'ai refait un Covid en mars d'ailleurs, mais c'est vrai que une sortie, hein, donc malheureusement au restaurant on enlève le masque et voilà Covid derrière. Mais c'est vrai qu'il y a un réel problème. Les gens banalisent sur les réseaux, ça arrive qu'on nous dise de toute façon c'est qu'une grippe, c'est pas le Covid n'existe pas carrément, c'est ce qu'on nous dit. Hein. Donc c'est vrai que c'est difficile des fois de garder son calme. Bon, on le fait, hein, mais bon, c'est vrai que c'est un peu révoltant d'entendre ça, quoi, parce que, et je pense que c'est la politique, on va dire, étatique, ou j'en sais rien, de mettre, le Covid, on n'en parle plus. Quand on en parle à cette personne, il me dit, mais on n'en entend plus parler, ça n'existe plus. Voilà. Alors, je précise, parce que nos lecteurs, effectivement, sont bien avertis dessus. On n'a pas de lecteurs qui disent que le Covid n'existe pas. En revanche, par contre, le port du masque a été vivement critiqué par nombre de médecins. Il y a notamment les travaux d'Éric Loridan qui voulait effectivement prouver l'efficacité des masques et s'est retrouvé à la fin à montrer que le masque visiblement ne protégeait pas du tout de la contamination. Donc ça dépend du masque. Si c'est un masque chirurgical, effectivement, ça protège juste des crachats, vous voyez, des expectorations. La personne qui porte le masque, elle va moins contaminer. Mais celui qui porte un masque respiratoire, il y a tellement de trous qu'il va pouvoir, lui, se contaminer. Tandis que le masque FFP2, donc celui qui est en canard, celui-là protège en partie la personne qui le porte. Donc là, on parle bien, ce que vous avez dit, madame, du masque FFP2. À une personne Covid long, c'est pas du tout illogique que dans l'avion, dans les transports, dans le train, quand on va à l'hôpital, on porte ce masque. Oui. On a des contacts très proches. Voilà. Moi, je me suis ça ne protégera pas à 100%, mais c'est bien. Il était montré que ça causait aussi des germes sur le visage. On entend aussi des choses sur le port du masque qui sont... il y a pas mal de débats là-dessus. Nous, on a reçu pas mal de médecins qui ne tiennent pas ce discours-là. Docteur Offray. Oui, non. Le seul désagrément, si je peux dire, du masque, c'est quand on est mal rasé. Effectivement, ça arrache des petits poils au masque et ça vous chatouille le nez toute la journée. Voilà, c'est le seul cas. Pour le reste, le masque reste parfaitement efficace. Je n'ai pas encore vu un seul patient avoir une staphylococcie ou des furoncles apparus à cause du port d'un masque. C'est n'importe quoi. On entend beaucoup de bêtises sur le Covid long, on entend beaucoup de bêtises quelquefois en médecine, mais là, je dois dire que c'est presque un record tout de même. C'est un argument qui n'en est pas un. Par contre, la seule chose dont il faut se souvenir, c'est que le virus ne se transmet pas en extérieur. On nous avait prédit au départ, lors de la fête de la musique en 2021, qu'il y aurait une catastrophe en France, que tout le monde allait se contaminer. Ça n'a pas été le cas. En extérieur, la contamination, à mon avis, est rare, sauf effectivement sur des nez à nez. Par contre, en intérieur, il y a toujours intérêt à aérer les pièces. Quand on est plusieurs dans une pièce, aérer les pièces, ne serait-ce que pour éviter d'avoir un stockage de virus dans la pièce que les autres vont inhaler au fur et à mesure de la réunion. Ouais. D'ailleurs, dans les écoles, ça serait quelque chose qui serait intéressant à faire pour justement prévenir la transmission du virus, et pas que du Covid d'ailleurs, hein, des virus respiratoires, d'aérer beaucoup plus les classes. Pendant les classes, bien sûr, c'est beaucoup plus efficace que de mettre des filtres qui vont arrêter je ne sais quoi, qui ne marcheront pas. Il y a un système simple pour savoir si une pièce est correctement aérée, c'est le cas dans mon bureau par exemple, c'est les détecteurs de CO2. On sait que dès que ça dépasse 1000 ppm par million, on sait qu'on commence à avoir une concentration. De même que ici, pendant toute la période où on a traité des Covid aigus cette fois, j'ai imposé à tout le monde, été comme hiver, à ce que les fenêtres restent entrouvertes. On mettait les vents dans les chambres, parce que sinon l'infirmière ou l'aide-soignante qui rentre dans la chambre le matin à 7 heures quand elle vient d'arriver, elle va récupérer tous les petits virus qui ont été stockés pendant la nuit. Donc ça sert à rien, il faut aérer, quitte à mettre 3 couvertures, mais aérer. Christine, pour conclure. Je suis dans ce que disaient Alain et la professeure de Salmon rebondit aussi. Justement, on avait le 11 juin, Winslow a amené son petit capteur de CO2
comme on était plusieurs dans la salle. Et au bout de quand même 5 heures, hein, on était à monter à entre 7 et 800 ppm. Donc, c'était pas, on était resté dans les normes, en fait. Et ces petits capteurs, c'est des tout petits boîtiers. C'est vrai que moi, j'en avais parlé à la mairie où j'habite. Bon, il y a 2 ans, ils estimaient que c'était pas nécessaire, qu'ils aéraient suffisamment. Et or, là, j'ai eu une conversation avec la mairie. Ils sont en train, justement, maintenant, de placer des capteurs de CO2 dans les classes. Bon, c'est une avancée. Et j'avais besoin juste d'un avis parce que moi, personnellement, alors mon mari a tenu à le faire, hein, et c'est vrai que quelque part, je sens que l'air est quand même plus sain dans mon salon, qui est assez grand. Et j'ai un purificateur d'air d'une certaine marque, hein, qui est quand même relativement efficace, qui me donne toutes les données. Et c'est vrai que ça compare avec l'air extérieur aussi. Et je me sens mieux. Je sens que l'air est plus sain, en fait. Je sais pas si c'est pas psychosomatique, parce que quand je descends et j'arrive dans le salon, je le laisse en route en permanence, sauf quand j'aère. Et en fait, je sens que l'air est plus sain aussi. Donc, alors, il nous reste 1 minute. Il nous reste 1 minute, donc je vous laisse conclure sur la question de Christine, et puis ensuite on va se quitter. Oui, l'un de vous deux, je ne sais pas qui veut répondre. Allez-y, monsieur Offray. Moi, les purificateurs d'air, oui, c'est une bonne piste, mais encore faut-il prouver leur efficacité dans des collectivités. Vous voyez, on peut pas dire on va mettre des purificateurs d'air dans toutes les classes, etc., sans avoir prouvé l'efficacité. On n'en est pas là. Mais par contre, les perspectives de prévenir le Covid aigu pour ne pas aggraver le Covid chez ceux qui en ont déjà et ne pas en provoquer d'autres, ça, c'est vraiment une perspective très importante. Il ne faut pas qu'on reste juste sur le traitement. Je trouve que Winslow a vraiment raison de pousser comme ça la collectivité à réfléchir à la prévention. Merci à vous pour vos prises de témoignage. Christine, vous pouvez encore rester avec nos invités après l'enregistrement si vous le souhaitez. On va couper l'enregistrement là. Question. Oui. Non, mais c'est fini pour aujourd'hui. Mais vous pourrez rester après Christine si vous souhaitez emmagasiner d'autres connaissances. Merci en tout cas à vous trois d'avoir participé à l'émission d'aujourd'hui. N'hésitez pas à la partager sur nos réseaux. Et le dernier Nexus est en kiosque. À très vite. Merci à vous trois. Merci Romain. Au revoir.